Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État, décret dès 2017-264 PRG-SGG portant nomination de hauts cadres à la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. M. Mohamed Lamine Koumbassa, précédemment directeur général adjoint de la CNPSEAE, est nommé directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Article 2. M. Mohamed Lamine Traoré, précédemment attaché de cabinet du ministre du Budget, est nommé directeur général adjoint de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 5 octobre 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Dans l'actualité de ce soir, valoriser les enseignants, améliorer leur statut, c'est le thème de la journée mondiale des enseignants célébrée ce jeudi 5 octobre au Palais du Peuple à Conakry. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a présidé la rencontre, a rappelé que la journée des enseignants a été instituée par l'Organisation des Nations Unies à travers l'UNESCO en 1966. La démarche vise à faire un diagnostic du système éducatif en vue de sa qualification. Suivez le compte-rendu signé de Sanassi Keïta. 50e anniversaire de la Journée mondiale de l'enseignant. Une journée fêtée sous le signe « Enseigner en liberté », autonomiser les enseignants. En Guinée, le président de la République préside cette cérémonie qui se tient au Palais du Peuple sous le thème « Valoriser les enseignantes et enseignants, améliorer leur statut ». Nombreux sont les éducateurs et cadres des différents départements ministériels en charge du système éducatif qui sont dans cette salle pour fêter en apothéose cet anniversaire. Chers enseignants, n'est-ce pas une fierté pour nous d'avoir un président enseignant? Qui pose des actes honorables pour la corporation. Souvenez-nous de sa visite au centre de correction du baccalauréat cette année, dont l'effet bénéfique a été la revalorisation des primes de correction. La mise en place d'une commission nationale de réflexion sur l'éducation, dont les propositions sont à la base des réformes en cours. L'initiative présidentielle pour la connexion des écoles à travers l'installation des cybercentres dans les établissements d'enseignement public et du secondaire et du supérieur, du technique et du professionnel. L'amélioration du traitement des enseignants à travers la revalorisation du point d'indice des primes et indemnités. Les responsables de l'intersyndicale de l'éducation sont rassurés des meilleures dispositions prises par le président de la République pour non seulement améliorer substantiellement la qualité de l'enseignement en Guinée, mais également les conditions de vie et de travail des enseignants. Chers camarades enseignants, il n'y a aucun doute qu'il nous reste, malgré quelques progrès réalisés, beaucoup de chemin à parcourir. En évoquant les événements du passé et les situations que nous vivons actuellement, nous ne saurions négliger de porter nos regards vers le futur avec plus d'espoir, de courage, de combativité, de fermeté, de dynamisme dans les règles du jeu démocratique. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, porte-parole des ministres en charge du système éducatif, rassure. Depuis l'avènement de la Troisième République, des acquis importants ont été enregistrés sur le plan de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. On peut citer entre autres le recrutement à la fonction publique de plus de 9000 nouveaux enseignants dans tous les ordres d'enseignement. La poursuite de la formation initiale et continue des enseignants.
la revalorisation de la masse salariale en termes de soldes et accessoires de soldes, la revalorisation des primes des enseignants-chercheurs. Ces acquis traduisent la volonté manifeste du chef de l'État, premier enseignant de Guinée, le professeur Alpha Condé, de promouvoir une éducation de qualité pour tous. Monsieur le Président de la République, depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays en décembre 2010, beaucoup de réformes ont été faites et ont abouti à des résultats très appréciables qu'on peut citer entre autres. La transformation des centres universitaires de Zirikore, de l'Abbé et de Kenya en université, la poursuite de la construction de 4 écoles régionales des arts et métiers et la formation des formateurs. La décentralisation des examens de fin d'études de l'élémentaire et du brevet d'études du premier cycle, l'adoption d'un nouveau calendrier scolaire qui fixe l'ouverture des salles de classe le 15 septembre de chaque année. La dotation très prochaine des écoles privées en manière scolaire. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, il est important de souligner que si la mise en œuvre de ces réformes a produit des résultats remarquables, c'est grâce aux engagements et à la volonté des enseignantes et enseignants à tous les niveaux qui, avec abnégation, exécutent quotidiennement leurs tâches, qu'ils en soient vivement remerciés et encouragés et félicités. En tant qu'enseignant, le président de la République est ravi de fêter cet anniversaire avec les enseignants du pays, histoire de mettre en lumière toutes les tares qui minent le système éducatif du pays. Messieurs les membres du corps diplomatique, chers amis enseignants, le métier d'enseignant est un métier à la fois difficile et ingrat. Car l'enseignant, comme le médecin, c'est d'abord un sacerdoce. Quand on veut s'enrichir, on ne devient pas médecin ou enseignant. L'enseignant, comme le médecin, a un rôle extrêmement important dans la vie des sociétés. C'est l'enseignant qui transmet le savoir et permet à un peuple de maîtriser son destin. Et c'est le médecin qui permet à ce peuple d'être en bonne santé. Comme disait les latins, mens sana in corpore sane, un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes des enseignants. Nous avons une grande responsabilité. La première de nos responsabilités, c'est d'éduquer les enfants, mais aussi en leur disant la vérité, en leur expliquant l'histoire de leur pays et l'histoire de l'Afrique. Ce qui n'est pas souvent le cas. Parce que très souvent, les gens sont amnésiques. Donc, avant de vous parler de l'enseignement, je vais faire d'abord un petit retour en arrière. Car vous êtes des enseignants. C'est vous qui devez maîtriser l'évolution de ce pays et expliquer aux enfants. Ça, c'est votre premier devoir. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Où en était la Guinée quand j'ai été élu en 2010? D'abord, je vous ai dit que mon élection était le fruit de la lutte menée dans le cadre où les syndicats ont joué un grand rôle. Parce que c'est cette collectif que nous avons mis en place, partir aux sociétés civiles, qui a permis le changement. Mais on était en 2010, quand je suis devenu président. Avant de prêter serment, j'ai fait venir le Fonds monétaire, j'assure les témoins, dit faites-moi le point de la situation. Je vous assure
quand ils m'ont fait le point de la situation de la Guinée, j'ai regretté d'être président. Quand j'ai vu dans quelle situation était ce pays, l'inflation était à 21%. La Banque centrale n'avait même pas de devise pour 2 semaines d'importation. Les hommes d'affaires viennent. Pourquoi? Quand ils font une nuit à l'hôtel Novotel, le lendemain ils partent. Tout le monde sait quelle était la condition de l'hôtel Novotel. Il n'y a pas de climatisation, il y a des moustiques, les draps sont sales, etc. Et ensuite, le déficit budgétaire est de 12%. L'électricité, nous avons tous vécu. Quand les lycées venaient, les enfants sortaient, ils dansaient dans la cour. On le sait. Quant aux routes, n'en parlons pas. Les enseignants, quand je suis arrivé, un enseignant de catégorie B touchait 900 000 francs. Un enseignant de catégorie A, 1 200 000. Donc, et la Guinée, contrairement à la plupart des autres pays africains, n'a jamais pu mener à bout un programme avec le Fonds monétaire. Donc, nous n'avons jamais eu le PPTE, l'annulation de la dette pour les pays les plus pauvres. Donc, malgré mes convictions économiques, j'ai été obligé d'aller au Fonds monétaire international. Mais le Fonds monétaire international dit, moi je suis un médecin, je ne vais pas chez un malade. Si le malade vient chez moi, c'est qu'il est malade. Donc je lui donne la portion qui est, j'estime, guérit sa maladie. Qu'est-ce que le Fonds monétaire nous a mis comme condition dans le programme du PPTE? Faire passer le déficit budgétaire qui est de 12% à 2%. D'une année de 12% à 2%. Le déficit budgétaire. Lorsque j'ai été au Brésil, que j'ai discuté avec mon ami Mme Doulma, elle m'a dit, président, c'est un crime. C'est pourquoi je ne veux plus de prêts du Fonds monétaire qui pète. Pas demander à un pays en un an de passer de 12% à 2%, c'est vraiment un crime contre ce pays. Ensuite, dès mon élection, l'opposition a commencé à mettre les gens dans la rue, à casser systématiquement. Mais malgré cela, contrairement à tous les pronostics, en 2 ans, nous avons eu le PPTE. Nous avons rempli les conditions que la Guinée n'a jamais remplies dans son histoire depuis que le PPTE a été créé. En 2 ans, nous avons réussi le PPTE. Mais quand nous sommes partis, Ansana est parti négocier à Paris, la Russie nous a dit, on n'annulera pas la dette si vous ne reconnaissez pas l'argent qu'on a placé à la Banque centrale. Mais quel est cet argent-là? On ne connaît pas. Mais comme pour annuler la dette, il faut l'unanimité, le ministre a été obligé d'accepter. Donc, les Russes ont dit, on a placé 13 millions, c'était un placement. Avec les intérêts maintenant, ça fait 34 millions. Il faut accepter vous rembourser. Heureusement, l'on demande. Et Ansana a été 2 fois en tant que ministre à Moscou pour essayer qu'on nous annule les intérêts. Les ministres sont toujours opposés. Heureusement, lors de mon dernier voyage, j'ai dit au président Poutine que sincèrement, d'abord, ces 13 millions-là, on ne sait pas où c'est. On va chercher pour savoir où c'est. Maintenant, je vais en arriver là. Il a dit, on va avoir le ministre des Finances. Au DG, le ministre des Finances n'est pas venu. Il dit, vous voyez, il n'est pas venu. Il arrive, il a envoyé son adjoint. Celui-là a commencé à parler en disant, non, vous savez, monsieur le président Poutine, voilà, on ne peut pas annuler parce qu'il y a ceci, il ne faut pas prendre plus tard. Non, 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 ça va, on va annuler, c'est une question technique. Et il a annulé les intérêts. Voilà. Mais on va en arriver là. Donc, malgré qu'on ait mis tout le temps les enfants dans la rue pour m'empêcher de travailler, d'envoyer les PPTE. Aujourd'hui, l'inflation à 8%. La Banque centrale a plus de 4 mois de devises d'importation. Dans la sous-région aujourd'hui, nous pouvons être fiers de nos hôtels. Ensuite, l'agriculture. La Guinée ne consommait pas d'engrais, les paysans ne connaissaient pas d'engrais. On faisait à peine 5 000 tonnes d'engrais et il fallait venir chercher ça à Conakry. Nous avons fait la journée des paysans. On a dit aux paysans, on va faire un pacte, pas un contrat, un pacte. Parce qu'un pacte, il y a des obligations réciproques. Vous vous engagez à produire, moi je m'engage à vous fournir les engrais dans vos préfectures. C'est-à-dire, j'achète, je transporte et je vous fournis à moitié prix.
ce que nous avons fait. S'il plaît à Dieu, d'ici 2 ans, on n'importera plus de riz, on mangera notre riz local, s'il plaît à Dieu. La Guinée, en 1957, la Guinée produisait plus d'ananas et de bananes que la Côte d'Ivoire. Le rejet de l'ananas vient de Guinée pour aller en Côte d'Ivoire. On avait un des meilleures qualités de café, café Ziama. On exploitait plus de 200 000 tonnes de bananes en 1957. Mais quelle était la situation de notre agriculture? Plus de café, plus de bananes, plus d'ananas, etc. On était à 4 000 tonnes, etc. Mais aujourd'hui, demandez aux gens en forêt si la culture du cacao Mercedes ne s'est pas lancée à grande échelle. Pourquoi on dit Mercedes? Parce que les autres cacao produisent au bout de 5 ans et les cacao Mercedes produisent de 18 mois. Café, demandez aux régions forestières. Nous avons relancé la culture du café Robusta, mais mieux, nous sommes en train de relancer la culture du café Arabica au Fouta. Parce que la Guinée a cette chance, comme de très rares pays en dehors du Cameroun, de pouvoir faire à la fois du café Robusta et du café Arabica, parce que nous avons l'avantage d'avoir le Fouta selon les collines, comme en Éthiopie, comme au Kenya, etc., où on peut faire du café Arabica. Grâce à mon ami Kagame et Dessalines, le Premier ministre de l'Éthiopie, ils nous fournissent des semences aujourd'hui pour qu'on fasse au moins 10 000 hectares de café Arabica au Fouta. La Première République avait laissé plus de 100 entreprises. Dès la prise du pouvoir par les militaires, on a dit privatiser, privatiser. Mais lorsque Chirac a voulu privatiser en France, Balladur, il faut que vous écoutez vous les enseignants, parce que c'est votre rôle d'expliquer au peuple la réalité. Lorsque ils ont voulu privatiser, le ministre des Finances, Balladur, a créé le noyau dur, c'est-à-dire obligatoirement 35% doit revenir aux entreprises françaises. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que les entreprises françaises soient contrôlées par d'autres pays. Ce qui est contraire à la règle du capitalisme. Parce que la règle du capitalisme dit le mieux disant. Mais eux, ils ont protégé leurs intérêts. Regardez ce qui vient de se passer entre la France et l'Italie pour le contrôle de leur entreprise là. Pour que l'Italie prenne 51%. C'est des difficultés qu'il y a eu. Nous, on décide de privatiser. Mais il n'y a aucun homme d'affaires guinéen capable d'acheter une usine. On n'a pas privatisé. On a dépatrimonisé, c'est-à-dire on a fait passer le patrimoine de l'État aux mains des étrangers. C'était ça. Toutes les banques étaient des banques d'État. On a tout privatisé. Mais combien de Guinéens pouvaient acheter l'exercice des banques? Combien? Donc, alors que l'économie était entièrement aux mains des Guinéens et de l'État, aux mains des Guinéens à travers l'État, toute notre économie est partie aux mains des étrangers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont fini d'utiliser les matières premières, ils ont fermé. Nous avons l'usine textile la plus moderne d'Afrique au sud du Sahara, qui a été rénovée plus de, pas combien de 200 millions d'euros par l'Union européenne. On a pris ça combien? À part l'Éthiopie, la Guinée était le premier pays au sud du Sahara à avoir une compagnie aérienne avec des commandants de bord guinéens. En dehors de l'Éthiopie, la Guinée était le seul pays au sud du Sahara à avoir cette compagnie avec des commandants de bord guinéens, pas étrangers. On avait des chemins de fer. On avait des bateaux pour transporter nos minerais. Mais quand je suis arrivé, où était tout cela? À un débat, quand j'étais député, le ministre, je ne vais pas dire son nom quand même, parce qu'il veut être gentil, il a dit, jamais le gouvernement n'investira. Je dis, mais monsieur le ministre, n'ayez pas cette peur du fonds monétaire à vous coucher. On dit que le gouvernement ne va pas investir, le privé va investir, mais on est le privé qui va investir. Il n'y a pas de privé qui investit. Quand on est un bon dirigeant, alors l'État investit. Le rôle de l'État n'est pas de faire des usines de tomates, mais quand il n'y a personne pour le faire, pourquoi ils ne vont pas le faire? Parce que c'est un homme d'affaires. Quand une entreprise n'est pas rentable financièrement, il ne le fait pas. Oh, il y a des entreprises, des activités qui sont rentables économiquement, qui ne sont pas financièrement. D'autres qui sont rentables socialement, qui ne sont pas financièrement.
Mais le rôle de l'État, à ce moment-là, c'est de ces structures privées, faire l'usine. Et quand ça devient rentable, ils privatisent. C'est ce que la France a fait, c'est ce que l'Angleterre a fait, De Gaulle et les autres, ce qu'ils ont fait, Renault, Citroën, tout ça, etc., SNCF, tout ça. Quand c'est devenu rentable, ils ont privatisé. Nous, le gouvernement dit, on ne fait pas d'usine. La conséquence, il n'y avait pas d'usine en Guinée. Les usines de pain et de ont disparu. Et combien d'usines on avait? L'usine de Gari à Farana, l'usine de tomates à Mamou, etc., l'usine de Quinquena à Massanta, etc., 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 etc. Toutes ces usines ont disparu. Et on dit que le gouvernement ne va pas investir. Mais beaucoup d'entre vous étaient déjà majeurs à cette époque-là. Donc, vous devez vous rappeler ça aux enfants aujourd'hui, jeunes qui ne connaissent pas. Malgré cela, nous avons eu depuis VTE. Et au moment où nous étions dans les conditions de finir le programme, il y a eu l'Ebola pendant 2 ans. Voilà ce qu'a été la situation. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons fini avec le premier programme. Le deuxième programme, j'ai dit au Fonds monétaire, je n'accepterai plus qu'on m'impose de n'avoir que des crédits concessionnels, c'est-à-dire 30 ans avec 1,5% d'intérêt. C'est très important parce que la route Kouroussa-Dabola est financée par la BID, 2% sur 30 ans. Le Fonds monétaire nous dit non, ce n'est pas concessionnel. Comment une route aussi importante, seulement 2% dit non, qu'on ne peut pas? Il a fallu que les pays, les banques arabes, trouvent une formule pour nous faire un don, pour diminuer pour que ça soit concessionnel. Il dit dans ce cas, non. Ils ont dit, bon, vous allez droit à 300 millions. Il dit non, pas question. Et finalement, nous sommes tombés d'accord aujourd'hui, 650 millions de dettes non concessionnelles, c'est-à-dire sur 15 ans avec 4 ou 5% d'intérêt. C'est ça qui peut permettre à un pays de se développer. Parce que si vous dites des crédits concessionnels, combien de pays peuvent vous faire ça? Combien? Donc, nous allons signer bientôt le deuxième programme avec le Fonds monétaire. Et grâce à cette possibilité d'avoir des crédits non concessionnels, nous allons faire les voiries de Conakry, Koya, d'abord Koya, Dabola, les voiries de Conakry, le port de Conakry, la ligne d'interconnexion Linsan-Foumi et une grande université. À mon dernier voyage, j'ai dit au président chinois, si je fais une université, je vais avoir des problèmes. Il me faut 4 universités. Une à Conakry, une à Labé, une à Kankan, une à Zérekoré. Donc, à la fin, nous avons décidé donc que la délégation guinéenne reparte au début de l'année pour que nous négocions pour 3 autres universités. Parce que on en viendra après à l'enseignement. On va d'abord brosser le tableau général. Voilà. Donc, mais maintenant, les gens qui parlent de mauvaise gestion, maintenant le temps est venu de parler de leur gestion devant le peuple. L'argent, quand on a un gouverneur de la Banque centrale qui place l'argent dans une ONG alors qu'on place l'argent dans une banque centrale, mais tout ça, il faut qu'on parle clairement. Les gens qui parlent là et qui ont considéré mettre plus de 2 millions de dollars dans leur village, mais on va voir où est parti. Les ministres, le premier ministre, devant des maisons de l'État. On n'a jamais vu ça nulle part sauf en Guinée. Tout ça, on va me demander devant le peuple guinéen. J'en ai marre que les gens parlent de nous, alors qu'ils ont été des dirigeants de ce pays-là et on a fait ce qu'ils ont fait. Alors il faut que la jeunesse sache la vérité sur qui est qui. Qu'on jette le masque à tout le monde. On voit qui est qui. Mais on s'est tué pendant longtemps pour s'occuper du développement du pays. Mais le moment maintenant est venu de parler, de montrer qui est qui. Parce que on dit que quand tu danses avec un aveugle, de temps en temps, il faut lui monter sur le pied parce que pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste. Bon, le moment est venu maintenant de communiquer au peuple, de dire qu'est-ce qu'ils ont fait quand je suis arrivé. Ils ont été au gouvernement. Le président Conté disait, moi je ne connais pas, si c'est bon, il faut pour le pays. Moi je dis que Conté n'a aucune ressentie dans le cadre de la Guinée. Il a dit, c'est vous qui connaissez. En fait, il a fait confiance. Alors tout ça maintenant, on va poser devant le peuple de Guinée. Maintenant, en venons à l'enseignement.
lorsque, s'il vous plaît, lorsque Sa Majesté Mohamed VI est venu pour la première fois en Guinée, on revenait de l'inauguration de l'usine de farine de l'H-Kenego. Il m'a demandé, président de l'université forme de chemin, il faut encourager l'enseignement professionnel. Il dit, est-ce que vous avez rencontré le directeur dans l'enseignement professionnel? J'ai dit non. Il a dit, arrêtez la voiture. J'ai dit non, moi je ne peux pas s'arrêter ici, à Saint-Plein-Rue. Quand on est arrivé à un rond-point, on s'est arrêté. Il a appelé, le protocole a demandé, est-ce qu'il y a un autre avion? Il a dit oui, dites au directeur général de l'enseignement professionnel de descendre, qui était déjà dans l'avion pour aller au Gabon. Il est descendu, on s'est rencontré à l'aéroport avec le ministre Damantan. Il a dit, bon, on va vous envoyer une équipe pour faire l'audit de l'enseignement professionnel. Il faudrait, monsieur le ministre de l'enseignement professionnel, le moment est venu maintenant de sortir ça, de mettre au niveau de tous les enseignants. L'état de notre enseignement professionnel, c'était une honte quand ils ont fait le diagnostic. Alors, tout ça, on va mettre à votre disposition que vous voyez la réalité. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, on va vous accompagner. Et on a envoyé le ministre, on a envoyé des gens au Maroc. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réformer complètement notre enseignement professionnel, comme lui-même, il a expliqué. Et à un an et quelques, j'ai mis un comité de, comment on appelait ça, d'audit ou je ne sais plus comment, avec les syndicats enseignants, les parents d'élèves et tout le monde. Mais le résultat était scandaleux. Scandaleux. Comment voulez-vous former des jeunes dans ces conditions-là? La Guinée est le seul pays où on peut avoir le bac avec 7. Moi, je suis enseignant, mais on ne peut pas avoir le bac avec 7, nulle part. Nulle part. Donc, les écoles privées, ils donnaient 15, 16 un contrôle continu. Et quand vous faites la moyenne avec 7, il y a le bac. Et ça veut dire qu'on n'a pas permis aux jeunes de former, on leur a donné des bacs uniquement pour peupler les écoles privées. Voilà la réalité. Donc, on va aller beaucoup plus loin. Nous allons faire les états généraux de l'enseignement. Les états généraux de l'enseignement où nous allons passer, comme nous avons fait la réforme de l'armée, nous allons faire la réforme de l'enseignement avec tout le monde, les enseignants, les syndicats, les parents d'élèves, les représentants des étudiants, pour qu'on ait une éducation nationale réellement qui marche sur ses deux jambes et qui puisse transformer ce pays. Et ça, regardez aujourd'hui, quand on a fait le recensement biométrique, combien d'argent on perd dans ce pays, dans l'éducation qui part, dans la magouille, etc. Avec la complicité, bien sûr, des dirigeants, des ministres, parce que ça ne peut pas se faire sans la complicité des ministres. Donc, on va faire des états généraux de l'enseignement pour que réellement on mette notre système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance, l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles. Mais nous sommes maintenant à la 4e révolution industrielle, qui est l'économie numérique. Nos jeunes ne sont pas en retard. Parce que les jeunes africains maîtrisent parfaitement aujourd'hui l'Internet, etc., les ordinateurs, etc. Donc, l'enseignement aujourd'hui est devenu fondamental pour qu'on réussisse cette 4e révolution industrielle qui va nous permettre de faire des pas de géants. Parce que l'économie numérique permet, avec l'accélération de l'histoire, d'aller très vite. Comme vous venez de le faire pour le cacao Mercedes, les paysans qui ont planté, dans 18 mois, ils vont récolter. Donc, il faut qu'on fasse les stages généraux de l'enseignement, qu'on mette à plat réellement. Parce que si vous voulez améliorer les conditions des enseignants, il faut mettre fin à tout système de magouille. Les enseignants ont des devoirs. Ils doivent enseigner, faire la recherche. Combien d'enseignants publics vont enseigner dans les universités privées alors que vous savez que c'est interdit? Combien? Entre votre âme et conscience, combien? Alors, les enseignants ont des droits, mais aussi des devoirs. Leurs devoirs, vous l'avez dit tout à l'heure, votre sincère honnêteté, j'ai bien écouté l'intersyndical. Mais mon frère, en ton âme et conscience, ce que tu as dit là, mets-toi devant un miroir, regarde. Est-ce que c'est ça? Quelle image le miroir va te renvoyer? Alors, on va vous prendre le mot. Les états généraux
La terme, c'est là ce que vous avez dit, la honnêteté, c'est pas, etc. Vous avez cité. Ça sera ça, on va partir de là comme point de départ pour les états généraux. Et on va faire en sorte que tous les enseignants, les parents d'élèves, les étudiants participent pour qu'on se donne de base fondamentale. Ensuite, en Guinée, une fois qu'on est enseignant ou médecin, on ne se forme plus. Mais l'enseignement, la médecine, c'est une formation continue. Ça veut dire que tout le temps, vous devez faire la recherche, vous devez vous informer, vous devez tout le temps faire une surformation. Combien d'enseignants en Guinée, monsieur le ministre, font la surformation? Mais on n'acceptera plus de reculer. Il faut un enseignement performant. Donc, nous sommes en train de négocier avec les pays pour que les assistants aillent se former davantage. Qu'on leur donne une bouteille dans 2 ans, qu'ils aillent former, qu'ils soient à la hauteur de venir faire des enseignants, qu'ils soient des enseignants qui soient à la hauteur pour faire. On va pas continuer à faire des enseignants au rabais. La première république avait un avantage. Tous les lauréats étaient envoyés dans les grandes écoles. Ça a permis d'avoir des cadres valables. Donc, nous allons reprendre ce système. D'abord, les assistants négocier pour qu'ils aillent pour faire leur formation ou en Chine, ou à Cuba, ou en France, ou en Indonésie, ou en Russie, etc. Et ensuite aussi réinsérer le système. Les meilleurs élèves, les meilleurs pratiquants, on les envoie dans les grandes écoles pour qu'on ait au moins demain non seulement des enseignants performants, mais aussi des cadres d'État performants. Et ça ne peut pas se faire sans vous. Moi, je suis enseignant comme vous. Je ne peux pas être enseignant et ne pas vouloir en sorte que l'éducation en Guinée soit la meilleure en Afrique. Parce que, à part moi, je ne pense pas qu'il y ait un seul enseignant président dans nos pays voisins. Mais je vais vous dire aussi, je suis le seul président, au moins de l'Afrique francophone, qui n'a jamais été Premier ministre ou président de l'Assemblée. Pendant 40 ans, j'étais opposant. Sortez-moi un seul président dans l'Afrique francophone qui, avant d'être président, n'a pas été Premier ministre ou président de l'Assemblée, c'est-à-dire n'a pas géré. Moi, je n'ai jamais géré, j'ai refusé. Pendant 40 ans, l'opposant, je n'ai pas géré. À mon arrivée, s'il vous plaît, à mon arrivée, le budget de l'enseignement était de 5%. Aujourd'hui, nous sommes à 15-16%. Multiplié par 3. C'est encore insuffisant, mais on a multiplié par 3. Par contre, quand je vois la féminisation, à l'école élémentaire, 90% des enseignants sont des femmes. Mais dès qu'on arrive au secondaire, elles ne sont plus que 20%. Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça veut dire que nous devons lutter contre 2 choses. 1, le mariage précoce des jeunes filles, qui ne permet pas à ces jeunes filles d'aller loin dans leurs études. Et deuxièmement, permettre à ces enseignants élémentaires d'avoir une surformation qui peut leur permettre de devenir des enseignants de l'école secondaire. Vous avez dit, monsieur l'intersyndical, qu'il y a une non-réglementation du secteur d'enseignement privé. Tout ça, justement, ça va être au niveau des états généraux de l'enseignement. Parce que le retard de la Guinée, je dis souvent, peut être notre avantage. Le président Mao disait, une mauvaise chose peut se transformer en une bonne chose. Ça veut dire que notre retard peut être notre avantage. Dans son livre Sortir de la pauvreté, le prince Xi Jinping a écrit que permettre à l'oisillon le plus faible d'être le premier à voler. Donc je lui ai dit dernièrement, Monsieur le Président, chers camarades, parce que moi je ne lis pas mon passé. Bon. La Guinée est l'oisillon le plus faible en Afrique de l'Ouest. Vous allez nous accompagner pour qu'on soit le premier à prendre notre envol. Voilà. Mais ça, ce n'est pas possible si on n'a pas un enseignement performant. Si on ne maîtrise pas l'anglais, si on ne maîtrise pas les nouvelles technologies. L'ambassadeur du Japon est là. Chaque fois qu'ils nous offrent des bourses, ils disent
les gens qui parlent anglais. J'ai fini par dire, mais excellence, la langue du Japon, ce n'est pas l'anglais, c'est le japonais. Donc, nous avons beaucoup de retard dans l'enseignement. C'est pourquoi les stages généraux sont nécessaires, parce qu'il faut que les jeunes commencent à apprendre l'anglais dès l'école élémentaire. Ce n'est pas que je veux l'anglais, mais dans certaines réalités qu'on a dans le monde aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous êtes obsolète dans beaucoup de domaines. Quand je vais dans des conférences internationales, mais très souvent des gens en Asie, les gens parlent anglais, il n'y a même pas de traduction en français. Et l'ambassade du Japon peut vous le confirmer. Donc, si vous n'en comprenez pas l'anglais, vous n'entendez rien. Je suis obligé de partir avec quelqu'un à côté de moi pour traduire. Alors, comment voulez-vous avoir, quand vous parlez d'un système enseignant, mais la base n'existe pas, ça dit le point de départ, la maternelle existe très peu. Or, la maternelle a un rôle extrêmement important. Donc, moi je suis bien d'accord avec vous, améliorer les conditions, valoriser. Mais acceptez aussi qu'on revoie le système de l'enseignement guinéen parce que ça ne va pas. Et qu'on revoie un enfant avant de courir, commence à marcher d'abord à 4 pattes, c'est-à-dire l'école maternelle. Donc, il y a dans l'organigramme, il y a quelque chose qui manque, c'est l'école maternelle. Donc, puisque vous avez la chance d'avoir un enseignant comme président, vous devez être les premiers militants pour le changement en Guinée. Et ensuite, vous êtes les premiers à vous mobiliser. Parlez aux parents d'élèves. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement à l'école, c'est aussi à la maison. Les parents d'élèves aussi doivent avoir la responsabilité de l'éducation de l'enfant. C'est vous aussi qui devez leur expliquer cela. Donc, je suis décidé, je l'ai dit, pas seulement pour la Guinée, pour l'Afrique, à ce qu'on n'arrête pas la 4e révolution industrielle, comme on a arrêté les 3 premières révolutions industrielles. C'est pourquoi j'ai pris la tête de l'Union africaine pour expliquer au monde qu'il nous faut la maîtrise de l'énergie. Si nous avons 7 Africains sur 10 au sud du Sahara n'a pas accès à l'électricité, 7 sur 10. Alors que 70% de la population a moins de 40 ans. Donc, il est fondamental que nous ayons la maîtrise de l'énergie. C'est pourquoi avant le COP21, j'ai fait une pétition que j'ai fait signer par tous les chefs d'État, qu'on a envoyé au président Hollande en disant, si les revendications ne sont pas prises en compte, aucun de nos ministres ne signera le COP21. Et la première revendication, c'était l'énergie renouvelable. Donc, nous avons obtenu une satisfaction. Et aujourd'hui, nous avons créé l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable. Vous avez eu la réunion à Conakry en mars, où nous avons déjà adopté 19 projets, dont 4 projets en Guinée. Donc, la maîtrise de l'énergie est d'abord la première chose fondamentale. Mais nous avons dit aussi, dans un premier temps, c'est l'énergie mixte. Parce que l'énergie renouvelable, ça prend du temps. Un barrage, c'est 4-5 ans. Bien sûr, l'énergie solaire va plus vite. Donc, il nous faut, dans un premier temps, avoir l'énergie mixte, l'énergie renouvelable, mais aussi l'énergie fossile. Mais au fur et à mesure, on remplacera l'énergie fossile par l'énergie renouvelable. Nous avons fait le barrage de Caleta, 240 MW. Nous sommes en train de faire le barrage de Swapiti, 450 MW. Le commissaire était là hier pour le barrage de Kokutamba, 300 MW. Le barrage de Fumi, les études sont terminées. Nous espérons pouvoir lancer la production l'année prochaine. Le barrage de Kogon à Bouquet, les études sont en train d'être finies, etc. Donc, d'abord, la Guinée a la chance d'avoir des capacités de 6000 MW par les barrages, sans compter l'énergie solaire. Donc, non seulement nous pouvons fournir le courant pour nous, mais pour les pays voisins. C'est pourquoi, dans le projet Caleta et Swapiti et les autres, surtout Kokutamba, c'est un barrage qui va rendre plus service au Mali, au Sénégal, etc. qu'à nous. Mais toutes les préfectures qui seront traversées, que ce soit Tougué, Mali, Labé, Dinguira, Dabola, Signé, etc., vont avoir la haute tension de courant. Mais le Mali et le Sénégal auront l'avantage que le fleuve Sénégal sera navigable. Pas en Guinée, parce qu'en Guinée, nous avons les montagnes. Donc, notre problème d'abord, c'est de faire ces barrages. Ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres en forêt, en Guinée. Nous avons 4 barrages actuellement dans chacune des 4 régions. Ensuite, l'énergie solaire. Nous avons signé beaucoup de contrats pour l'énergie solaire. Mais aujourd'hui, je ne veux plus m'arrêter seulement aux panneaux solaires. Parce que le coût de l'énergie solaire a tellement baissé que même si vous avez l'énergie solaire avec la batterie, comme au Blue Zone, c'est-à-dire
les panneaux solaires donnent le courant le jour, la batterie emmagasine et la nuit la batterie donne le courant. Ça veut dire que vous pouvez avoir le courant 24/24 à partir d'un réseau. Donc nous sommes en train de négocier pour que le coût de ces installations ne dépasse pas le coût de l'énergie fossile. Mieux, le président Xi Jinping s'est engagé à donner des panneaux solaires à 10 000 villages en Afrique. Grâce au bon rapport entre la Guinée, entre les deux présidents, la Guinée seule va avoir 340, c'est-à-dire toutes les sous-préfectures de Guinée vont bénéficier de ce projet. Toutes les sous-préfectures de Guinée vont bénéficier de ce projet. Voilà donc un peu. Bon, j'ai déjà expliqué les 20 milliards, parce que comme en Guinée on ne s'informe pas, la connaissance, je ne vais plus revenir là-dessus, mais il y a deux choses qui sont fondamentales. En Guinée, je n'ai jamais accepté de trop. Voilà 1 milliard, donnez-moi une mine. Voilà, donnez-moi une mine. Non. Et deuxièmement, je n'ai jamais accepté d'hypothéquer une mine. Les entreprises chinoises qui vont exploiter pour être remboursées auront les concessions dans les mêmes conditions que les autres, c'est-à-dire que Alcoa américaine, que Mubadala d'Abu Dhabi, que Rusal de la Russie, la société française, AMR, que la société indienne. Ça veut dire, on banne chinois. Mais les réserves de Kamsar sont plus importantes que toutes les réserves qu'on va donner aux Chinois. Kamsar seul, les réserves. Sans compter que Jiangjiang, quand on est russe, est une des plus grandes réserves. Donc, nous avons tous les pays ici et nous voulons attirer d'autres pays. Qu'on ne dise pas, vous êtes en train de tout donner aux Chinois. Moi, je vais développer les ressources de la Guinée. Quand je suis arrivé, on faisait 13 millions de tonnes de bauxite, alors que nous avons plus de la moitié des réserves mondiales. À quoi ça sert de dire scandale géologique si c'est sous terre? Alors, tous les gens, même s'ils viennent de la planète Mars, qui sont prêts à venir exploiter le minerai avec nous, je vais le faire. C'est ça qui va nous permettre de nous enrichir. Ceux qui sont les griots de certaines sociétés n'ont qu'à crier, c'est leur problème. On le fera. La Guinée a toujours été un pays soucieux de sa souveraineté. C'est pourquoi nous avons pu voter non en 58. Et nous avons toujours aussi sauvegardé notre souveraineté. On va continuer dans ce sens-là. Mais, comme j'ai dit, les mines, ce n'est pas notre base de développement. Les mines vont nous servir pour des infrastructures routières, ferroviaires, pour l'énergie, etc. Mais le développement de ce pays, pour le sens de pays, c'est l'agro-industrie. Les mines n'emploient pas beaucoup d'ouvriers, mais rapportent de l'argent pour faire des infrastructures. Par contre, transformer l'agriculture, c'est changer la vie au moins de 60% des Guinéens. Et permettre aux jeunes aussi de ne plus venir être chômeurs dans les villes, mais rester au village, avoir des activités économiques. Tout ça, maintenant que nous sommes sortis de ce carcan du programme du peuple Dieu, nous allons mettre en place ce programme. Ensuite, la ville de Conakry, ce n'est pas une ville. Les maisons datent d'avant la Deuxième Guerre mondiale. En 1957, les Français avaient indemnisé toutes les populations de Kaloum, Boulminé, partout. On devait détruire complètement Boulminé et le construire. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On va vous exposer bientôt la ville de Conakry en 2040. Nous avons travaillé avec la société de Singapour. Singapour, si vous voyez comment était Singapour avant, comme aujourd'hui, c'est cette société qui a permis à Singapour de passer de situation de taudis à une ville plus moderne. Pour qu'on ne développe pas Conakry de façon anarchique, nous avons travaillé avec eux. Et dans quelques jours, on va exposer la maquette ici. Tout le monde verra voir qu'est-ce que va devenir Conakry et les îles de l'Os. Ensuite, pour cela, il faut développer les maisons sociales que nous sommes en train de faire à Ketaya, à Lambagny et autres, etc. Et j'ai proposé aux populations de Kaloum, on construit, on paye pour vous déménagez. Mais quand on va construire à Kaloum, on vous donne encore un appartement. Donc vous avez à la fois votre maison à Ketaya ou à Lambagny et autres, mais ensuite vous avez votre maison à Conakry. Pour transformer Conakry. Vous savez bien quand Erdogan est venu ici, il a dit Conakry ce n'est pas une ville. Mais en dehors de cela, nous avons le Grand Conakry. Le plan en train d'être fait en collaboration avec l'Union européenne, le Grand Conakry, le Conakry à Kindia. Voilà donc
Et dans l'accord que nous avons signé dans un premier temps pour 1,3 milliard, les voiries de Conakry sont compris. Mais si vous voulez faire réellement des bonnes voiries à Conakry, il ne faut pas faire les voiries comme c'est maintenant. Il faut aussi arriver à dégager pour faire des routes larges, etc. Donc, il faut en même temps faire déménager une partie de la population de l'émergence sociale, faire une ville complètement nouvelle. Je n'ai pas fait ça au début parce que quand je suis arrivé, en général, les gens ont peur des capitales. Parce que là-bas, il y a des manifestations, donc on abandonne l'intérieur. C'est pourquoi j'ai fait des indépendances tournantes. Pour dire que les gens de l'intérieur sont aussi citoyens que les gens de Conakry. Et vous avez vu aujourd'hui comme un Bouquet, comme un Mamou, comme un Dalaba, comme un Epita, ou bien en forêt. Et en décembre, vous verrez aussi comment est la Haute-Guinée. Voilà donc la réalité concrète sur quoi on s'était. Mais désormais, on va communiquer à la face du monde, qu'on sache exactement où on était, qui était responsable qu'on était dans cette situation et où on est aujourd'hui. Mais évidemment, comme dit, vent qui a fait n'a pas d'oreille. Quelle que soit l'amélioration, l'homme cherche toujours à ce que ses conditions de vie soient améliorées. Donc il est normal que les enseignants, surtout le rôle important qu'ils jouent dans la société, cherchent aussi à avoir de meilleures conditions. Mais il faut que vous acceptiez que ça soit quelque chose de général, c'est-à-dire qu'on mette tout à plat, qu'on mette fin au gaspillage, qu'on mette fin au copinage qui masque les réalités, pour que les revenus de ce pays servent réellement à améliorer les conditions des travailleurs, pour qu'on ait un statut de l'enseignant, qui est un statut particulier de l'enseignant et de médecin, mais qui les permet de se consacrer à leur travail, non pas de chercher à arrondir leur fin de mois en allant faire de petits commerces. Nous sommes d'accord sur ça. Mais pour ça, il faut donc qu'on remette le système à plat. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. L'année dernière, avant le bac, j'ai envoyé une inspection d'État à l'intérieur du pays. Vous savez combien on a économisé? 30 milliards. 30 milliards. Ça veut dire que quand vous avez 40 bacheliers qui partent de bac, vous dites qu'il y en a 200. Et c'est ça, c'est normal. Donc, ce scénario, des fois, il y a des dit, mais des fois, il y a des fois, parce que quand il y a tout ça aussi, c'est une réalité. Il faut qu'on se regarde en face. Je suis enseignant comme vous. Et je suis soucieux que quand on vient en Guinée, qu'on dise, ah, l'éducation en Guinée, c'est une des meilleures du monde. Sinon, à quoi ça sert qu'un enseignant soit président? Mais ça veut dire aussi que chacun de nous prenne ses responsabilités. L'enseignement, je vais les accompagner. Pas pour vous faire plaisir, mais parce que c'est une nécessité pour le développement de la Guinée. Donc, je ne vais pas dire qu'on est arrivé à 15 à 40%. En tout cas, on va continuer à faire progresser. Une fois qu'on en a fini les états généraux, qu'on en a mis à plat, qu'on en a mis fin à toutes les magouilles, etc. Je suis très content parce que les enseignants qui étaient dans la commission d'audit ont fait un très bon travail. Donc, je félicite les deux syndicats parce qu'ils ont dirigé ce travail. Donc, nous allons faire les états généraux. Et quand nous nous donnerons un rendez-vous l'année prochaine, je pense qu'on aura fait assez de progrès. Et donc, chaque 5 octobre, nous aurons le temps de voir comment on a progressé. Et je vous garantis qu'on va progresser chaque année. Merci. Faire les états généraux de l'enseignement en Guinée, c'est l'ambition future du président de la République. L'objectif étant surtout de soulever toutes les défaillances dont souffre l'enseignement guinéen en vue de sa qualification. Voilà, nous revenons sur le contenu de ce décret du chef de l'État avant de refermer cette édition. Décret dès 2017-264 PRG-SGG portant nomination de haut cadre à la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. M. Momelamine Koumbassa, précédemment directeur général adjoint de la Caisse de prévoyance, est nommé directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Article 2, M. Mohamed Lamine Traoré, précédemment attaché de cabinet du ministre du Budget,
est nommé directeur général adjoint de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 5 octobre 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Jamais vu en Guinée, des meubles haut de gamme à la galerie Marifala. 10 ans d'existence et 10 ans d'expérience